Bonjour et bienvenue dans votre quotidienne dédiée au monde de l'innovation et à ses enjeux. Alors chaque semaine, nous mettons en lumière dans Smart Tech l'écosystème des startups, notamment avec Marwan Elfites qui vient tout droit de Station F. Et souvent, les plus visibles adressent les questions de transformation numérique, à la fois de la société, nos nouveaux usages, mais aussi des entreprises. Il y en a certaines qui sont un petit peu moins mises en lumière. Ce sont celles qui produisent des outils de développement qui permettent cette transformation numérique de la société. Et c'est elles que nous allons mettre à l'honneur aujourd'hui dans la séquence Launchpad, puisque le printemps, c'est le printemps des développeurs, avec beaucoup de conférences qui leur sont adressées. Et puis au cœur de cette émission, on va parler du pass sanitaire. C'est le jour J, le premier jour d'entrée en vigueur du pass sanitaire en France. Alors, à qui s'adresse-t-il? Comment faire pour se le procurer? Quelles données sont disponibles? Est-ce qu'elles sont bien sécurisées? Il y a beaucoup de questions autour du pass sanitaire. On va essayer de répondre à toutes vos questions dans le Tech Talk. Et puis, nous retrouverons notre rendez-vous Game Business, puisqu'on est mercredi. On va continuer l'histoire du succès de Twitch et on terminera par l'innovation. Une innovation qui pourrait faire de nous des mineurs de bitcoins, presque sans qu'on s'en aperçoive. Mais tout de suite, donc place au Launchpad. Alors cette séquence Launchpad, vous le savez, c'est l'occasion de découvrir à travers les récits de Marwan Elfites ce qui se passe dans les coursives de Station S, le plus grand campus de start-up d'Europe. Bonjour Marwan. Bonjour. Aujourd'hui, je disais, on va adresser un sujet de saison puisque le printemps est particulièrement la bonne période pour les développeurs. C'est le moment de toutes les grandes conférences. Et encore hier, on débriefait sur la WWDC d'Apple. Qui a lieu toute la semaine. La keynote a eu lieu lundi soir, heure française. Mais effectivement, le printemps, c'est le moment où les développeurs sont aussi de sortie. Pas que les terrasses, c'est aussi les développeurs. Et il y a énormément de conférences qui sont menées par les grands acteurs du secteur. Chaque année, à la même période, entre avril et juin. Alors cette année, c'était entre mai et juin. Microsoft qui porte notamment la Microsoft Build. Ouais. Google, la Google I.O. Apple, vous l'avez dit, à la WWDC. Facebook, le F8 Refresh. Donc, c'est énormément de conférences très techniques. On ne sait pas là, on va voir des beaux nouveaux produits ou des nouveaux iPhones. C'est vraiment des conférences à destination des développeurs. Donc, c'est du logiciel. Du logiciel, ce sont des outils de développement. C'est comment, finalement, ces acteurs arrivent à intégrer dans leur sein, dans leur écosystème, des populations de développeurs et finalement, comment ils arrivent à les séduire. Et donc, à chaque année, énormément d'annonces, de nouveautés qui sont très dures à suivre, hein, parfois assez techniques. Mais on voit des thèmes assez communs. Et de plus en plus, justement, ça permet aussi de mieux comprendre quels sont les nouveaux usages qui vont arriver. C'est ce qu'on voit à travers les annonces clients. Oui, et c'est ça qui est passionnant. Moi, c'est ce que j'adore voir par rapport à mon métier, c'est de suivre les roadmaps, les feuilles de route produits de ces grands acteurs qui vont influencer énormément les tendances du monde de la tech. Souvent, une petite fonctionnalité qu'ils annoncent sur un de leurs outils de développement peut représenter tout un gros marché où de nouvelles startups vont pouvoir émerger. Et on voit pas mal aussi de thématiques qui ressortent autour de la collaboration, de la confidentialité. Vous prenez Microsoft a pas mal insisté sur Microsoft Teams et les outils à disposition des développeurs pour qu'ils intègrent Teams à l'environnement, dans leur application web notamment, pour aussi automatiser des workflows de réunion via Teams. Vous prenez Google, pas mal aussi de focus sur Google Workspace, sur comment ils mettent à jour leur outil de productivité, sur la notion de confidentialité et de sécurité, donc notamment comment mieux gérer ses mots de passe via Chrome, comment mieux savoir l'usage de ces données via Google, Google Maps et Google Photos. Et même focus autour d'Apple, qui a pas mal insisté sur FaceTime notamment, qui jusque-là n'était réservé qu'à un environnement Apple et maintenant disponible à Android. Il y avait aussi son chapitre confidentialité, mais effectivement, peut-être la grande annonce du côté du développement et pour les développeurs, c'est l'ouverture de l'écosystème autour de FaceTime. Exactement, qui est maintenant disponible sur les PC, sur Android, et qui était jusque-là uniquement une fonctionnalité purement écosystème Apple. Ouais. Et alors, c'est un moment où ils découvrent des nouveaux outils qu'ils doivent s'approprier. Oui, et puis c'est les DevTools. Les fameux DevTools, donc les outils de développement. Et effectivement, nos amis devs, ils ont beau coder, ils ont aussi besoin d'outils pour accélérer leur productivité. Il n'y a pas que les équipes métiers qui peuvent accéder à ce genre d'outils. Alors justement, est-ce qu'en France, on sait qu'on a des génies du logiciel, est-ce qu'on a suffisamment de startups qui travaillent autour de ces DevTools ? On en a de plus en plus, on en a parce que aussi aujourd'hui, forcément, ce qui manque, c'est le capital humain développeur, entre guillemets, et donc des écoles se sont créées autour, Epitech, 42, qui permettent d'avoir ces générations de développeurs qui permettent aujourd'hui de travailler sur ces solutions-là. Ouais. Et qui n'intègrent pas forcément des grands éditeurs qui peuvent aussi lancer leur propre entreprise. Oui, et puis on va le voir, effectivement, la notion d'outils de développement dépasse les boîtes de tech.
Satya Nadella, le PDG, patron de Microsoft, notamment lors de la keynote d'ouverture de la Microsoft Build, a partagé un chiffre, c'est qu'aujourd'hui, dans l'industrie automobile, il y a 35% de recrutement en plus concernant les ingénieurs software que les ingénieurs mécaniques. Donc la partie besoin de développement va dépasser uniquement les pures boîtes de la tech. Alors si on regarde en France, effectivement, la partie l'école 42, on va en parler, qui est une des écoles assez novatrices, qui s'est créée en 2013, qui permet de répondre à ce besoin qui n'est toujours pas finalement rempli à 100%, de comment on fait pour avoir des personnes qui se forment au développement. C'est un vrai besoin qui va être nécessaire pour les grandes entreprises et pour les Comment startups. aller dénicher les talents, c'est-à-dire même ceux qui sont parfois en échec scolaire, mais qui ont ce talent du code. Oui, c'est toute la philosophie de l'école 42. C'est comment on arrive à ouvrir cette méthode à tout le monde. Donc n'importe qui peut s'inscrire pour postuler. Il y a un mois de sélection qui s'appelle la piscine. Alors on voit toute la culture de l'école derrière. Chacun peut s'inscrire, on ne regarde pas le CV, on ne regarde pas l'âge. C'est ouvert à tout le monde. Puis vous avez un mois de test dans l'école, où vous allez devoir réaliser des tests en individuel, en collectif. Certains dorment même sur place. Certains dorment à côté. Et c'est une manière de voir déjà votre résilience, de voir si vous allez collaborer, si vous allez travailler avec d'autres candidats pour réussir ces tests. Ces tests ne demandent aucun prérequis technique, aucune connaissance, mais vraiment l'idée c'est de voir est-ce que je vais pouvoir me débrouiller dans l'environnement qui m'est offert et commencer à affronter tous les tests. Ouais, c'est vraiment un nouveau mode d'apprentissage. La grande actualité pour vous, c'est que Station F accueille un nouveau programme, mais c'est surtout que l'école 42 a décidé de lancer un accélérateur. Oui, tout simplement, en effet. Alors, ça a l'air assez c'est nouveau, effectivement. C'est la première fois qu'il y a un incubateur officiel porté par l'équipe de 42 et il s'est lancé ce lundi, il y a 2 jours, à Station F. Donc, très, très, très content d'avoir cette entreprise cousine, finalement, qui arrive à Station F. Mais on le voit déjà dans la méthode de l'école, que ce soit la sélection ou même la pédagogie. Il n'y a pas de prof, il n'y a pas de cours à 42. Tous les élèves sont autonomes, ils doivent réaliser leurs projets eux-mêmes, ils doivent s'auto-évaluer. Et donc, vous faites un exercice de code, vous allez avoir différentes évaluations de la part d'autres élèves. Il n'y a pas une seule réponse qui va être intégrée. Vous allez pouvoir avoir différentes manières, différents feedbacks sur la manière dont vous avez fait votre exercice. Donc, naturellement, dans la culture de l'école 42, l'entrepreneuriat et l'autonomie est assez inculqué. Et là, l'accélérateur, c'est pourquoi ? C'est parce que finalement, il faut les accompagner jusqu'au bout de leur aventure, parce qu'ils ne trouvent pas forcément leur bonheur en entreprise ? Pour fédérer, tout simplement fédérer, vous prenez l'école 42, il y a énormément de super startups qui ont déjà été créées par des anciens de 42. Et l'idée, c'est comment on peut utiliser ces anciens, ces alumni, auprès des nouveaux, des entrepreneurs qui viennent se lancer. Qu'est-ce qu'on a comme entreprise fondée par des anciens de 42 ? On peut en avoir différentes, notamment Melisearch. Alors Melisearch, là on va rentrer dans la partie un peu DevTools. C'est pas forcément très visuel, mais Melisearch est une solution open source qui permet finalement aux développeurs d'intégrer une barre de recherche dans leur application ou dans leur site web. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont le faire de zéro, elles ont les moyens, elles vont recruter des développeurs, elles vont tout coder de zéro. Là, l'idée, c'est comment j'arrive avec une brique finalement préconstruite pour avancer beaucoup plus vite et avoir l'outil de recherche le plus pertinent, performant, parce que ça impacte énormément l'expérience utilisateur. Alors, Melisearch peut notamment ressembler à un Algolia, mais Algolia va être plus en mode SaaS. Melisearch, c'est vraiment en mode open source qu'on installe sur son propre serveur. Solution qui compte déjà près de 10 collaborateurs, qui a été créée il y a pas de 3 ans. Et qui a levé 1,5 million d'euros. Autre exemple ? Ponycode. Alors, Ponycode est aussi passé par Station F, mais non pas par le programme 42 qui n'existait pas à date, mais par le programme Microsoft. Ponycode est une solution qui a levé près de 3 millions d'euros, fondée par un entrepreneur en série, qu'on est à sa 3e entreprise, qui a vendu les 2 précédentes, rien que ça, à Soprasteria et à SAP Dotaio. Et donc effectivement, cette startup est très très regardée, elle compte près d'une vingtaine de collaborateurs, elle a été créée il y a 2 ans, permet finalement de fournir un code de haute qualité, sans effort, en automatisant ce qu'on appelle les tests unitaires grâce au machine learning. Alors, les tests unitaires, c'est lorsque le développeur va coder, il va devoir tester la partie de son code et s'assurer du bon fonctionnement. Grâce à Ponycode, on va pouvoir le faire de manière assez automatisée. Oui. Et selon les dires du fondateur, près de 80% des tests unitaires sont automatisables grâce à Ponycode, qui a déjà analysé des millions de lignes de code et va pouvoir corriger finalement les codes des développeurs. Ça, c'est une des clés de l'automatisation dans le soft. On va peut-être parler, essayer de mettre en lumière très rapidement. Très rapidement, oui. Mais les premières startups du programme. Il y en a près d'une dizaine. Je n'ai pas encore eu le bonheur de les rencontrer, mais elles sont arrivées lundi. On va en avoir notamment Miltree Security qui permet
s'intéresser à la sécurité des données. Alors, je ne vais pas rentrer dans la partie technique, mais les données, vous pouvez très bien les assimiler au monde du pétrole. On dit que c'est l'or noir du 21e siècle. Ouais. Tout comme le pétrole, vous devez les extraire, le collecter, et vous devez ensuite le traiter, le distribuer. Alors, les données, c'est exactement pareil, mais à partir du moment où vous commencez à traiter et distribuer ces données, c'est là où des failles de sécurité peuvent apparaître, parce que vous allez intégrer dans votre travail, finalement, des parties tierces. Donc, vous allez devoir partager des données. En les partageant, vous allez vous exposer à des failles, des fuites potentielles. Donc, à travers cette solution, vous allez pouvoir partager des données sans les révéler, en les encryptant et en permettant à différentes parties de les traiter, les analyser. Donc ça, c'est un super exemple. On peut penser aussi à Deep Memory. Alors, Ouais. pour montrer, toutes les solutions que vous allez retrouver dans le programme 42 ne sont pas que des solutions de développeurs. Deep Memory est une solution qui permet finalement d'avoir des cartes de révision, de mieux apprendre, donc de partager des cartes de révision entre apprenants. Les professeurs peuvent aussi le faire. Là, forcément, il y a de l'automatisation derrière. La solution va vous pousser des cartes de révision, va vous donner un rétro-planning d'apprentissage pour avancer et voir finalement ce qu'il vous reste encore à apprendre. Allez, un dernier exemple. On va Starton. Starton, effectivement, qui permet aux développeurs d'entreprises de développer des applications sur la blockchain. C'est des processus tout à fait différents. Grâce à la documentation des API, des SDK, vous allez pouvoir finalement accéder au potentiel de la blockchain de manière beaucoup plus facile et accessible. Super, merci beaucoup. On leur souhaite une très belle année À suivre. chez Station À suivre. F. Merci Marwan Elfites. Donc, je rappelle que vous êtes responsable des programmes Start-up dans le plus grand campus de Start-up d'Europe. À suivre, eh bien, c'est l'heure de notre talk. On va essayer de tout comprendre et surtout de tout vous dire sur le nouveau pass sanitaire. Alors c'est le top départ aujourd'hui du pass sanitaire français. On est le jour J donc d'un nouveau dispositif qui accompagne aussi une nouvelle étape du déconfinement. Dispositif totalement inédit. Donc pour apprendre à le découvrir et mieux le comprendre, j'ai convié des spécialistes du sujet dans Smartech, notamment Thibault Langsade, président directeur général du groupe Jouve, qui est une entreprise spécialisée dans l'accompagnement des transformations numériques, notamment dans le secteur de la santé. Et le groupe Jouve, alors on l'a déjà dit dans Smartech, mais je le répète, travaille depuis 2019 sur la faisabilité d'un carnet numérique de vaccination. Et au vu du contexte sanitaire, l'Union européenne vous a mandaté pour réfléchir et proposer un modèle de carnet de vaccination numérique. Avec nous également, Nacera Bekat, juriste à la direction de la conformité de la CNIL, qui est le régulateur chargé de la protection de nos données personnelles. Et la CNIL vient de rendre public, puisque c'était hier en fin d'après-midi, son second avis sur le pass sanitaire, dont l'entrée en vigueur, on l'a dit, est aujourd'hui. Alors, Nacera Bekat, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que contient l'avis de la CNIL ? Alors, comme vous l'avez dit, c'est un second avis. La CNIL s'est prononcée à la fois sur le principe même du pass sanitaire et sur les modalités de sa mise en œuvre. Elle a notamment souligné les garanties qui doivent y être attachées. On va avoir le caractère déjà temporaire du dispositif. Il doit être limité à la gestion de la crise sanitaire et doit prendre fin, a priori, le 30 septembre 2021. Il y a également la nécessité de mettre à disposition des personnes un format numérique, mais aussi un format papier pour assurer l'inclusion de tous dans le dispositif, avoir également un accès pour les contrôleurs de ces justificatifs, donc le test, l'attestation de vaccination ou le certificat de rétablissement, un accès limité aux données personnelles contenues dans ce pass sanitaire. Donc les contrôleurs auront accès au nom, au prénom, à la date de naissance et à un code général qui leur permet de savoir si la personne peut accéder au lieu ou si l'accès au lieu doit lui être refusé. C'est-à-dire c'est vert ou rouge. Exactement. Soit notre statut est validé, soit il ne l'est pas. On va rentrer plus dans le détail justement sur les conditions pour être vert ou rouge et qu'est-ce que ça engage. Thibault Langsade, vous êtes par principe plutôt favorable ou non à ce pass sanitaire ? Oui, c'est une très bonne chose. D'abord parce que c'est extrêmement simple et puis ça permet tout simplement de nous libérer, et ce que nous attendions depuis longtemps. Et puis au-delà de ça, ça permet de pouvoir libérer toute l'Europe et l'économie et les autres pays. Donc le dispositif est assez simple d'utilisation, facile, on va dire, pour les personnes qui vont l'utiliser dans le cadre de différentes manifestations. Donc là, on a un outil qui est moderne, qui techniquement est fiable et qui permettra progressivement, même très rapidement, de libérer notre économie. Alors, on va peut-être le décrire, ce pass sanitaire, déjà. À quoi il ressemble ? En fait, c'est un dispositif qui vient s'intégrer dans l'appli
tous anti-Covid. Notamment, tout à fait, la fonctionnalité carnet de tous anti-Covid doit permettre de stocker ces 3 preuves, donc celles que j'ai mentionnées précédemment, le test, le certificat de rétablissement et l'attestation de vaccination, mais elles doivent aussi pouvoir être présentées en format papier, donc vous allez avoir votre attestation de vaccination avec les données, ainsi que 2 QR codes. L'un va vous permettre d'intégrer cette preuve dans votre application tous anti-Covid, l'autre va vous permettre de présenter, donc du coup, sur votre papier, au moment où vous souhaitez accéder à votre festival, le QR code avec les données et permettre aux contrôleurs de savoir justement si vous pouvez entrer ou non. Alors justement, à quoi va servir ce pass sanitaire? Donc c'est à participer à des activités qui sont censées rassembler davantage de personnes, mais c'est aussi pour passer des frontières, pour se déplacer? Tout à fait. Il y a en fait 2 usages. Le premier usage, le pass sanitaire activité, va permettre justement de se rendre dans des lieux et dans des événements qui étaient jusqu'alors fermés ou interrompus. Le second usage, c'est le pass sanitaire qu'on appelle le pass sanitaire frontière, qui va vous permettre de vous déplacer, par exemple, dans l'Union européenne, ou également va permettre d'encadrer les déplacements entre la France métropolitaine, la Corse et l'Outre-mer. Alors là aussi, il y a des conditions, c'est beaucoup plus précis que ça si on rentre un peu dans le détail des frontières. J'ai une question de Paul, sans doute pour vous d'ailleurs, Thibault Langsade. Quelle est la différence entre le passeport vaccinal et le pass sanitaire? Alors, c'est complètement différent, mais ça peut avoir la même finalité. En fait, quand le passeport qui va être mis en place et qui est mis en place aujourd'hui en France, il est fait par l'État français, de façon extrêmement fiable, puisque si vous allez vous faire vacciner, si vous faites un test PCR, à l'issue des résultats, on vous donnera par mail, on va dire, le résultat, qui vous donnera un QR code. Ce QR code, vous le mettrez dans Tous Anti-Covid, qui vous permettra d'avoir le certificat conforme pour pouvoir participer à des événements ou pour pouvoir voyager. C'est français. Après, l'Europe travaille, comme vous le savez, sur un pass européen qui permet d'harmoniser l'ensemble des pays. Donc, qui doit entrer en vigueur le 1er juillet. Exactement, qui permet d'harmoniser l'ensemble des pays. Nous avons chacun des protocoles qui sont différents. Nous avions des vues qui étaient différentes sur la méthode de pouvoir tester les populations. Là, on va avoir un outil qui sera valable pour toute la communauté européenne, qui permettra, sous la même logique, de pouvoir voyager librement à l'intérieur de la communauté européenne, voire à l'étranger si les frontières, si les pays le demandent, et puis d'avoir une harmonisation sur la façon dont on se fait tester et la façon dont on se fait vacciner. Donc, alors parce que, pour être tout à fait précis, il vient de changer de nom, ce pass sanitaire européen, alors qu'on appelait le Green Pass, maintenant il s'appelle le EU Digital Covid Certificate. Donc qui va être déployé à partir du 23 juin, je crois, mais qui entre en vigueur au 1er juillet. Ce ne sera pas la même chose que le carnet vaccinal numérique. On le carnet vaccinal, c'est le carnet vaccinal qui avait été... Le carnet vaccinal, et de l'autre côté, un pass dans lequel on pourra avoir et son carnet vaccinal et sa preuve de test. J'ai envie de dire, si demain vous partez en Guyane, vous avez besoin d'être vacciné contre la fièvre jaune. Et donc, l'idée au départ de la communauté européenne, c'est de pouvoir regrouper les vaccins qui nécessitent, on va dire, un référencement et d'avoir un cadre interopérable pour l'ensemble des pays. C'est ce qui a été fait au travers de la commission Chaféa. Et puis très vite, nos travaux ont dû accélérer pour pouvoir rendre compatible l'ensemble de nos travaux à la crise Covid. Donc, le carnet vaccinal est une carte qui permettra de loger l'ensemble des vaccins, que ça puisse être lu dans toutes les langues de la communauté européenne, mais ne délivre pas un certificat qui permettra de rentrer à Roland-Garros en ce moment ou à d'autres manifestations, de traverser les frontières. Oui, on attend plus de 13 000 personnes là, à Roland-Garros dès aujourd'hui. Voilà, donc il ne se substitue pas à ce pass européen qui va permettre à l'ensemble des Européens de pouvoir voyager au travers de la communauté européenne. Alors, pour revenir sur cette question de passe français, passe européen, si j'ai bien compris, mais vous allez me le confirmer, Nasser Abékat, le passe sanitaire français qui est lancé aujourd'hui sera automatiquement converti en passe européen au 1er juillet ou même au 23 juin ?
Tout à fait. L'idée, c'est de ne pas démultiplier les dispositifs. Donc finalement, vos fameux QR codes qui vont évoluer à partir du 21, sauf erreur de ma part, juin, pour devenir un code européen, vont pouvoir être utilisés lors de vos voyages, lors de vos déplacements, mais également au niveau national lorsque vous souhaitez entrer dans des lieux qui sont soumis au pass sanitaire. Et on a précisé dans notre communication, dans notre avis, que ces lieux doivent être ceux qui permettent de grands rassemblements, donc à l'exclusion de tout ce qui est lieu de la vie quotidienne. Donc le pass sanitaire ne pourra pas être demandé à l'entrée d'un restaurant lorsque vous souhaitez vous rendre sur votre lieu de travail ou dans des commerces. Et c'est une garantie essentielle. Oui, alors ça répond un petit peu à la question de Gabriel sur le caractère obligatoire ou non du pass sanitaire. Tout à fait. Il y a un caractère obligatoire pour certains lieux qui impliquent de grands rassemblements de personnes. L'idée, comme l'a rappelé la CNIL dans son avis, c'est de limiter le risque de contamination dans des endroits qui portent des risques très particuliers. Donc les lieux de la vie quotidienne doivent en être exclus, et c'est une garantie qu'a souligné la CNIL dans ses 2 avis et qui a été intégrée dans les textes qui vont encadrer ce pass sanitaire. Alors, j'ai imprimé la liste des lieux où il sera obligatoire. C'est une liste qui sera mise à jour toutes les 2 semaines, a priori. Pour l'instant, j'y ai noté, par exemple, le festival d'Angoulême, le festival de Cannes, les Vieilles Charrues, la Ligue 1 de football. Donc, on voit que c'est des rassemblements très importants, surtout qui sont visés par ce caractère obligatoire. Réponse donc à Gabriel. J'avais une autre question. C'est Zoé qui demande quelles sont les modalités pour récupérer ce pass sanitaire. Alors, s'agissant, donc comme je l'ai dit, le pass sanitaire, vous avez 3 types de justificatifs. Vous avez l'attestation de vaccination et le test. Les modalités de récupération, ça va être soit votre professionnel de santé va vous fournir au format du coup papier ces justificatifs, soit vous allez pouvoir les récupérer en ligne via des plateformes dédiées. Vos tests, vous allez pouvoir les récupérer sur la plateforme sidep.gouv.fr, tandis que l'assurance maladie a mis à disposition de ses usagers une plateforme dédiée pour pouvoir récupérer l'attestation de vaccination. Sur le type de données accessibles, vous avez vu aujourd'hui ce qui est contenu dans alors on a dit en fait ce qui va être visible dans l'application, ça va être le nom, le prénom, la date de naissance et puis vert ou rouge. Est-ce qu'on est valide pour accéder donc à l'endroit qui demande ce pass sanitaire ou est-ce qu'au contraire on n'a pas les conditions remplies? Ce sera le même schéma pour le passeport vaccinal? Oui, on est sur un alignement. Très peu d'informations visibles. Très peu d'informations visibles et finalement on extrait l'information qui est la plus pure, qui est votre nom, vous l'avez dit très justement, votre prénom, et puis si vous avez un test, quelle est la nature du test? Est-ce qu'il est positif ou négatif? Et la date à laquelle il a été fait, ce qui fait que souvent on demande des tests de moins de 72 heures pour pouvoir voyager. Donc ce sera en plus très visuel parce que vous savez tout de suite s'il est de plus ou de moins de 72 heures. Donc on a une information stockée sur le mobile qui est très épurée et qui permet juste de savoir très exactement où on en est. On n'a pas d'autres informations. L'hôte ou l'hôtesse de la compagnie aérienne ne verra finalement pas grand-chose. Ne verra le nom, le prénom, la date de naissance. Elle devra vérifier cette identité. Elle le vérifiera avec le passeport quand vous embarquez au travers de l'avion. Et puis elle verra un papier d'identité. Si le test est de plus ou moins de 72 heures ou s'il y a une deuxième vaccination qui lui permet de pouvoir voyager. Alors, on y vient justement. Les conditions pour être vert et rouge. Alors, expliquez-nous, Nassar. Alors, ces conditions, elles sont 3, c'est ça, hein fixes. 3 conditions pour être accepté dans un endroit qui requiert le pass sanitaire? Alors, les conditions sont très variables en fonction de si vous vous trouvez dans le pass activité ou dans le pass frontière. Okay. Pour le pass activité, c'est plutôt simple, j'allais dire, les règles sont plutôt simples. Soit vous avez subi un cycle complet de vaccination, soit vous êtes en mesure de présenter un test positif de plus de 15 jours et de moins de 6 mois pour prouver que vous êtes rétabli à une infection antérieure à la Covid, et soit vous avez un test négatif de moins de 48 heures pour le pass activité. Et un certificat de rétablissement ne suffit pas, hein, rédigé par le médecin, si j'ai bien suivi. Alors le certificat, ce qu'on appelle le certificat de rétablissement, c'est en fait un test positif qui date de plus de 15 jours et de moins de 6 mois et qui prouve qu'on est immunisé donc ça pendant un certain temps. fonctionne pour la partie activité?
Tout à fait. Pas forcément pour la partie déplacement. Si, ces 3 attestations vont fonctionner également Parce pour qu'on la a vu partie la Corse déplacement. qui refusait justement d'accepter les voyageurs qui fournissaient uniquement un certificat de rétablissement. Et ensuite, c'est pour ça que les règles sont beaucoup plus complexes pour l'usage déplacement, où là, les pays de l'Union européenne, par exemple, vont pouvoir avoir leurs règles qui pourront donc être différentes selon le cas où vous voulez aller en Italie, par exemple, en Allemagne ou en Hongrie. Donc les règles pour les déplacements sont un peu plus complexes que les règles pour le pass sanitaire purement national et qui vous permet de vous rendre dans certains lieux, établissements soumis à cette obligation. Bon, alors, je ne sais pas si on a pu passer les questions, mais là on a répondu en même temps à Sarah, à Tom et à Clara. J'avais une question, moi, de Laurent, qui s'interroge en fait. Il dit le QR code reçu lors de l'injection d'une première dose de vaccin, à quoi sert-il finalement? Parce qu'il ne suffit pas à obtenir cette validation du pass sanitaire. Sur votre attestation de vaccination, vous avez un champ qui s'appelle le statut vaccinal qui va être terminé ou non. Et en effet, vous allez pouvoir vous déplacer ou vous allez pouvoir entrer dans un festival ou dans un des lieux qui sont soumis au pass sanitaire si votre statut vaccinal est terminé. Donc ce premier QR code, à quoi sert-il? La première attestation de vaccination? Oui, qu'on reçoit une fois qu'on se fait une première injection de vaccin, on repart avec un petit QR code. Alors, ce n'est pas forcément en fonction de si j'ai eu une première injection. Une première injection peut être suffisante en fonction de l'état de la personne. Par exemple, pour certaines personnes qui ont eu de la Covid, elles peuvent n'avoir besoin que d'une seule injection. Et donc, du coup, avoir un statut vaccinal terminé. Et on n'aura pas besoin d'aller chercher ou charger un autre QR code sur le site de la Caisse d'assurance maladie, sur Amélie, par exemple. Lorsque vous avez besoin d'une seule dose et que vous avez un statut vaccinal terminé, c'est le seul document que vous allez avoir, en tout cas pour l'attestation de vaccination. Aucune autre démarche à faire. Alors, il y a évidemment la question de la sécurité. J'imagine que vous travaillez beaucoup dessus, Thibault Langsade. On a vu, donc, on a entendu même Air France constater plusieurs tentatives de fraude. On parle de plusieurs tentatives de fraude par semaine, avec des faux résultats de tests qu'on peut télécharger sur le web. Est-ce que ce pass sanitaire est bien sécurisé à votre sens? Il y a probablement encore un point à travailler qui sont les touristes qui vont venir en Europe, les ressortissants français qui ne sont pas dans la communauté européenne et qui vont se faire vacciner, qui vont se faire dépister dans des pays qui ne sont pas la communauté européenne. Et là, il faut qu'il y ait un mode interopérable qui permet de lire le certificat. Si vous faites vacciner au Mexique, si vous faites vacciner au Chili ou en Chine, il faut s'assurer que les attestations soient lisibles, comprises et puissent s'intégrer dans le pass sanitaire. Et là, pour le moment, il y a encore un petit développement à faire pour s'assurer que tout soit bel et bien interopérable. J'ai envie de dire que pour la France, c'est d'une fiabilité testée. Pour l'Europe, l'interopérabilité est terminée d'un point de vue technique. Il y a encore de l'harmonisation politique, et vous l'avez dit très justement, certains pays seront plus ou moins exigeants en fonction de leurs propres règles, voire de décrets qu'ils peuvent prendre à l'instant T quand vous avez un avion qui arrive et qui décide de dépister l'ensemble de l'avion. Donc il y aura des protocoles qui seront adaptés. Pour les ressortissants français ou pour les étrangers qui vont venir, il faut travailler encore sur l'adaptation des documents, lire ces documents pour pouvoir après donner le vert, le orange ou le rouge qui leur permettront de pouvoir vivre normalement à l'intérieur du pays. On peut peut-être préciser aussi qu'il n'y a pas de nouveaux fichiers créés pour ce pass sanitaire. En fait, c'est issu de 2 fichiers préexistants. Tout à fait, qui sont du coup SIDEP, le fichier des tests, et le SI Vaccin, donc le fichier d'un des côté hébergé par la Caisse primaire d'assurance maladie et de l'autre Tout à fait. Caisse primaire par la d'assurance maladie. PHP, c'est ça? Tout à fait, madame. C'est cela. Donc, pas de création de nouveaux fichiers. Et il faut avoir en tête, et la CNIL l'a rappelé dans ses 2 avis mentionnés précédemment, que les données qui vont être utilisées pour la vérification donc, du pass sanitaire ne peuvent en aucun cas être conservées ni par un quelconque serveur, ni par l'application Tous Anti-Covid Vérif qui va servir au personnel habilité. Parce que là, c'est une extraction donc, qui vient de ces 2 fichiers qui est stockée dans le téléphone.
Tout à fait. Vous allez récupérer du coup vos justificatifs que vous allez décider de Donc ça ne part pas sur un serveur distant, c'est ça que je veux dire. Alors, il faut différencier le moment où je vais récupérer ces preuves. Je vais les intégrer sur mon téléphone si je le souhaite, via l'application par exemple, tout à fait tous anti-Covid. Ça reste en local. Et lors de la lecture, au moment où je vais vouloir par exemple entrer dans le festival, au moment de la lecture, dans un premier temps, il est possible que certaines données soient transmises à un serveur pour qu'il puisse interpréter les données et que les données soient ensuite visualisées sur l'application Tous Anti-Covid Vérif. Donc c'est là où on a une partie qui part sur un serveur distant. Exactement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la CNIL, dans sa délibération publiée hier, a invité le gouvernement à adopter l'architecture la plus finalement protectrice possible et notamment pour le pass sanitaire activité, de passer sur un système complètement décentralisé où aucune donnée ne serait transmise à un serveur, mais ça resterait purement en local, avec la possibilité, sans connexion finalement, de pouvoir vérifier la validité des justificatifs présentés. Merci beaucoup pour vos éclairages à tous les deux. Merci à Nasser Abekad, juriste au service des affaires économiques de la CNIL, et à Thibault Langsad, président-directeur général du groupe Jouve. J'espère qu'on aura répondu à quelques-unes de vos grandes questions sur ce nouveau pass sanitaire qui arrive aujourd'hui en France. Juste après la pause, on retrouve Game Business. On va continuer avec l'aventure formidable, on peut dire, de Twitch. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous Game Business avec Guillaume Monteux, président de Gatsby, qui est spécialiste de l'in-game advertising. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Cette semaine, donc, vous allez poursuivre votre analyse du succès impressionnant de Twitch. Et oui, on l'a dit la semaine dernière, Twitch, c'est la première plateforme de streaming du marché, 72,6% de part de marché, justement très loin devant YouTube et très loin devant Facebook. Plus de 25 milliards d'heures de stream visionnées par an. Bref, c'est énorme, énorme pour Amazon, l'euro propriétaire de Twitch, mais aussi énorme pour tous les streamers et énorme pour les marques. Alors justement, qui gagne quoi sur Twitch? Alors c'est très simple. Les streamers, ils vont pour gagner de l'argent et les marques, ils vont pour y chercher une notoriété, recréer un lien, en fait, avec une population qui est beaucoup plus jeune. Pour les streamers, comment font-ils pour monétiser leurs streams? Alors d'abord, la monétisation des streams se fait au travers de la publicité vidéo. Voilà. Chaque fois qu'il y a une publicité qui passe, Twitch les rémunère. Et combien? Alors c'est variable en fonction de la notoriété du streamer. C'est toujours la même chose. Bon, la rémunération la plus basse, c'est autour de 1,5 $ pour 1000 vidéos diffusées. Voilà, il faut y aller, oui. Il faut y aller. Et surtout, c'est beaucoup moins que sur le web, puisqu'un site moyen sur le web, pour 1000 vidéos diffusées, ça prend environ 10 $. Mais, effectivement, quand on a un gros streamer, quand on a énormément de spectateurs, ça peut aller très vite. Et pour ça, Twitch donne aux streamers tous les outils pour bien gérer leur distribution et leur diffusion de la publicité sur leur stream. Est-ce qu'il faut mettre la publicité au début? Est-ce qu'il faut la mettre à la fin? Est-ce qu'il faut la mettre au milieu? Quel est le temps optimal de tunnel de pub? Comment j'espace mes différentes pubs? Bref, il permet aux différents streamers de s'organiser en véritable régie pour maximiser les revenus. CNN estime que un abonné rapporte environ 2,5 $ à un streamer. Ça fait quand même pas mal. Si je prends par exemple l'exemple de Gotaga, 3 millions d'abonnés, ça veut dire quand même qu'il gagne plus de 7,5 millions de dollars par an. Ah oui, ça laisse songeur. Voilà. Il y a aussi beaucoup de streamers qui travaillent sur les placements de produits. Oui, alors là, c'est là le génie de Twitch. Alors, les streamers ont toujours la possibilité d'aller voir les marques pour discuter avec elles des éventuels placements produits. Mais le génie de Twitch, c'est de désintermédier la relation qui peut exister entre les marques et les streamers en recourant au principe du bounty board. Bounty board, on explique. Le bounty board, oui, parce que c'est quand même compliqué pour un streamer d'aller voir des marques, de contractualiser, et en fait, Twitch organise une zone au sein de sa plateforme qu'on appelle le Bounty Board. On peut dire Bounty, nous, en France, quand même. On peut dire Bounty, mais Bounty, moi, ça me donne faim. Oui. Alors, je dis Bounty. Dans lequel les marques vont défier
les streamers. Et contre ces défis, il y a une rémunération des marques. Alors les défis, ça peut être jouer à un jeu devant une certaine population, devant une certaine audience, ou alors ça peut être regarder une vidéo et en parler de manière bienveillante après avec son chat. Par exemple, c'est un Activision qui va proposer pour $100 par exemple à un streamer de jouer à Call of Duty pendant 1 heure et devant une audience en moyenne autour de 10 000 personnes en simultané sur l'heure. En fait, Twitch est le juge de paix pour savoir si le défi a été effectivement relevé dans les chiffres et dans l'audience, et c'est lui qui dit à la marque, oui, le défi a été bien relevé, payez donc le streamer. Alors, il y a le partage de revenus sur les abonnements qui doit être une source intéressante de revenus. Que disent les chiffres ? Publicité, le bounty board, effectivement, l'argent qui vient aussi des abonnements. Twitch reverse 50% des revenus par abonné. Là aussi, c'est négociable, c'est variable en fonction de la notoriété. Ça peut même aller jusqu'à 70% reversés par Twitch aux streamers les plus connus. À 5 € l'abonnement, il y a des abonnements même à 25 €, ça peut aller très vite. Toujours le fameux de Gotaga, avec ses 3 millions d'abonnés, typiquement, par mois, il peut prendre un peu plus de 25 000 € par mois, ça fait quand même pas mal. Alors attention, je parle beaucoup de Gotaga, je parle beaucoup des gros streamers, je donne des gros chiffres, 7 millions, 22 000 € par mois. Il faut être très très clair, hein. C'est de l'argent qui est absolument mérité, c'est énormément de travail pour avoir une telle communauté et pour effectivement la garder et l'animer. On voit aussi de plus en plus de marques médias sur Twitch. Alors les marques médias, elles ne vont pas chercher l'argent, elles vont chercher à rejoindre une population qu'elles ont du mal à toucher en propre, en intrinsèque. Et donc elles vont chercher un public qui est plus jeune. Et donc elles vont sur Twitch créer des programmes spécial Twitch avec leur marque. C'est le cas de BFM, c'est le cas de Public Sénat, c'est le cas du Figaro, c'est le cas de l'équipe, etc. Et en fait, là, c'est un peu le drame. Les expériences sont quand même pas terribles. Pour 2 raisons. D'une part, parce que les codes Twitch sont pas les codes de la télé. Et donc, on s'adresse pas aux spectateurs de Twitch comme on s'adresse aux spectateurs de la télé. Et puis, la deuxième des raisons, c'est que sur Twitch, en même temps que vous avez le live, en même temps que vous avez l'émission, il y a un chat qui commente en direct le live. Et là, les présentateurs des grandes chaînes, notamment, ou des grandes marques médias, sont très, très surpris par les réactions assez violente, d'ailleurs, des spectateurs sur leur émission. Alors, vous me direz, mais les spectateurs, ils pourraient très bien ne pas aller sur les streams qui ne leur plaisent pas, typiquement. Pourquoi est-ce qu'ils vont voir un stream de BFM TV si ça ne leur plaît pas ? En fait, ils y vont pour leur dire, tu n'as pas ta place ici, tu ne comprends pas nos codes, laisse-nous. Et donc, c'est quand même un peu violent. On dit que c'est un laboratoire pour les médias et que ça leur permet de travailler peut-être leurs nouvelles interactions avec les spectateurs. C'est vrai. Alors moi, j'aime pas tellement le terme de laboratoire, d'une part parce que les spectateurs ne sont pas des souris, et d'autre part, je suis d'accord. Parce que il y a un vrai fossé, si vous voulez, entre les jeunes et ce que proposent les marques médias. En fait, Twitch est un véritable lieu dans lequel les marques médias en fait, vont pas se transformer, mais vont carrément changer leur manière de s'adresser à un public. La force d'une marque média sur la télé n'est pas la force d'une marque média sur le numérique, et encore moins sur Twitch, on le sait bien. Bon, donc vous faites vraiment la différence entre les célèbres streamers et les médias qui s'y installent sur Twitch. C'est ça, Delphine. Ok. Il y a quand même des expériences étonnantes. Je voulais juste qu'on en dise un mot auquel se livrent les streamers. C'est le just chatting, ou la discussion. Absolument. Et puis il y a eu un défi qui a été relevé en avril dernier, qui est complètement fou, par un streamer qui s'appelle Ludwig Agren. Il a commencé son stream et puis il a dit, voilà, chaque fois que j'ai un nouvel abonné sur mon channel, je poursuis mon stream de 10 secondes. Bon, il était un peu connu, donc il pensait faire un stream de 24 heures. Son stream, il a duré 32 jours. En 32 jours, on l'a vu manger, dormir, jouer, tout faire. C'est un peu le love story, si vous voulez, inventé par Twitch. Bon, voilà, très rigolo. Argent bien mérité. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume Monteux, président de Gatsme, pour votre chronique Mobile Business toutes les semaines dans Smart Tech. On passe à notre séquence Et demain, si on devenait tous des mineurs de Bitcoin.
Bonjour Cécilia Sévry. Bonjour. Alors comme ça, demain, nous pourrions tous devenir des mineurs de crypto-monnaies. Oui, d'abord, je vous parle du constructeur canadien Daymac qui vient de présenter son tout dernier modèle de voiture électrique qui s'appelle Spiritus. Un modèle 3 roues, c'est sa spécialité. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi vous me parlez de modèle automobile alors qu'on parle de crypto-monnaie? Eh bien parce qu'il y a dans ce nouveau modèle une fonctionnalité très surprenante. D'après le constructeur, ce sera la première voiture capable de miner des crypto-monnaies. Alors, je vous rassure, personne n'a caché sous le châssis de cette voiture une mèche de forage. Ici, évidemment, le minage est virtuel. En fait, il désigne une action bien précise. La crypto-monnaie, elle fonctionne en blockchain, des blocs de transactions. Et puisqu'il n'y a pas d'autorité centrale, chaque bloc contient l'historique complet des transactions réalisées. Donc il faut, grâce à des calculs assez importants, sécuriser, créer puis sécuriser tous ces blocs. C'est ce qu'on appelle le minage, créer et sécuriser, verrouiller tous ces blocs. Alors vous l'avez dit, ça requiert quand même d'importantes ressources de puissance de calcul. Exactement. Donc c'est pour ça que généralement c'est pas très rentable, pas toujours rentable pour les particuliers, parce que évidemment, il faut le rappeler, les mineurs sont rémunérés, c'est ce qui rend attrayante cette activité. Le problème, c'est que de tels calculs, c'est très gourmand en énergie, donc la plupart du temps, ça revient plus cher d'utiliser toute cette énergie que de revendre cette technologie. Et c'est là justement qu'intervient le constructeur automobile. Le véhicule, il embarquera une plateforme informatique basée sur un processeur graphique. Et ce processeur, il sera capable d'offrir la puissance de calcul dont on a besoin pour miner de la crypto-monnaie. Le minage, il se fera lorsque la Spiritus sera stationnée et en charge, évidemment, c'est-à-dire soit branchée au secteur, soit à une station de recharge sans fil conçue par Daymac au moment... ou alors, pardon, il y a une recharge sans fil et il y a aussi des panneaux solaires qui seront dessus. Alors, on pourrait se dire que c'est un peu pour le prestige parce que ça consomme beaucoup d'énergie, donc le contrebalancement de l'impact écologique n'est pas énorme, mais ça va plaire aussi aux mineurs qui ont tendance à privilégier une énergie propre. Donc, c'est quand même une alternative intéressante qui peut un petit peu alléger l'impact écologique. Donc, l'idée, c'est que chaque Spiritus sera un nœud de la blockchain que Daymac compte remettre en place et l'automobiliste, lui, disposera de son portefeuille de monnaie virtuelle. On ne connaît pas encore les détails, est-ce qu'il en aura un d'office ou pas? C'est des informations qui doivent arriver. Mais la vision du constructeur, elle va encore plus loin. Il envisage un avenir où les péages d'autoroute, le stationnement ou alors les commandos drive même seront payés directement en crypto-monnaie qu'on aura minée nous-mêmes. Alors avant d'aller si loin, déjà, quand est-ce que pourrait sortir cette voiture Spiritus? Alors normalement, le lancement est prévu pour 2023. Les modèles sont déjà en précommande aujourd'hui pour la somme quand même de 130 000 euros, 150 000 $, dont 130 000 euros à peu près, un petit peu moins. Mais un premier prototype doit arriver d'ici septembre, donc on va pouvoir vérifier si ça fonctionne, comment ça fonctionne, et on vérifiera aussi si d'ici là d'autres tweets ne seront pas venus endommager un petit peu cet engouement pour les crypto-monnaies. Ah bah c'est sûr qu'Elon Musk pourrait être jaloux d'une nouvelle voiture qui Il pourrait. Merci beaucoup Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié cette édition dédiée à la fois au monde du développement, de l'innovation, mais aussi au pass sanitaire qui s'impose dès aujourd'hui en France. À suivre, c'est le Lab où viennent pitcher les entreprises du numérique. Et puis nous, on se dit à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.